je crois qu'on peut, sur les notions de valeur, tu parles de la ponctualité ou sur des règles fondatrices de ton activité d'enseignante qui sont pour toi très importantes et qui participent aussi beaucoup à l'éducation de tes élèves parce que ça structure aussi tes élèves. Je crois qu'on peut se mettre d'accord sur des valeurs communes, l'assiduité, la notion de travail, la notion de répétition, toutes ces notions-là, je pense qu'elles peuvent être partagées communément au sein d'une équipe éducative. Et elles devraient l'être. Et c'est pour ça que je réinsistais tout à l'heure sur le collectif et sur l'importance d'un projet pédagogique. Et dans le projet pédagogique, il y a aussi ces règles de fonctionnement qui doivent cadrer et qui doivent être communes à une équipe pédagogique parce qu'elles sont garantes d'un continuum de formation et de la formation de l'élève d'un point de vue général. Je ne parle pas simplement sur le plan de l'éducation physique et sportive, mais je parle d'un continuum de formation sur la formation de la personne qui est l'élève. Et ces valeurs-là, effectivement, elles peuvent être partagées par le collectif. Parce qu'il n'y a rien de pire, effectivement, pour un élève que d'avoir un enseignant avec des principes, des règles, qui cadre une activité pédagogique et qui structure forcément l'éducation de l'élève, et un autre enseignant qui l'année suivante sera peut-être un peu plus souple sur ces valeurs ou sera moins intransigeant ou en tout cas il ne les portera pas comme des fondements essentiels de son activité. Effectivement, là, en termes de continuum de formation, c'est déstructurant et on n'arrive pas à construire véritablement ça chez les élèves. Donc, ces valeurs-là, ça doit aussi faire partie du projet pédagogique et ça doit aussi être partagé au niveau de l'équipe pédagogique parce qu'autrement, effectivement, on est sur une discontinuité pédagogique qui ne sert pas la formation de l'élève. Et c'est en cela que le travail collectif et la réflexion collective sur les valeurs qu'on souhaite porter et incarner auprès de nos élèves au sein d'une équipe pédagogique prend tout son sens. Après, quand on dit on enseigne ce que l'on est, au-delà des règles fondatrices qui doivent nous être communes, j'étais au-delà de ces règles-là, j'étais vraiment sur l'entrée dans les activités, sur la régulation, sur la gestion de la différenciation. J'étais sur des dimensions un petit peu plus pédagogiques. Mais je partage avec toi l'idée fondatrice qu'on doit se retrouver sur des principes de déontologie en tout cas, et sur des principes qui doivent structurer effectivement l'éducation de l'élève et toutes les valeurs que tu as mentionnées devraient effectivement faire partie de valeurs partagées et communes d'une équipe enseignante si on veut vraiment contribuer à l'éducation de nos élèves et que ce ne soit pas saupoudré d'un enseignant à l'autre parce qu'il n'y a rien de pire qu'une discontinuité des règles au sein d'une équipe pédagogique. Et des valeurs. C'est un peu là, je ne sais pas si je pourrais répondre à la question que tu poses, Véro, mais c'est un petit peu le débat qu'on avait tout à l'heure par rapport à la recherche lilloise. C'est-à-dire que tu vois bien que l'élève accorde quand même plus d'importance dans sa construction au collectif qui l'entoure qu'à l'individu. 33%, un tiers, on va dire, porte sur la relation que l'élève a avec son enseignant dans sa discipline, mais il y a 2 tiers qui ne lui appartiennent pas et qui appartiennent cette fois-ci à un collectif. Tu vois, je veux dire. Moi, je pense que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'en fait, il y a confusion entre les règles et les valeurs. D'accord ? C'est-à-dire que très souvent, ce que l'on va mettre en avant, c'est la règle, mais on ne va pas l'expliciter par la valeur. Or, le conflit n'est pas sur la valeur, il est sur les règles dans un premier temps, et son degré d'application. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis à un moment donné, sur la question du respect de l'autre, je serai intransigeante. Mais est-ce qu'il n'y a pas une valeur qui va bien au-delà, qui consiste à dire, mais si seulement je veux être vertueuse, est-ce que je ne peux pas aussi écouter celui qui considère que le respect de l'autre, c'est pas sa valeur ? Eh ben oui. Non, mais indépendamment de l'école. Laissons l'école de côté. Parce que tu sais bien que dans les conflits de valeurs, c'est des conflits d'hommes et de femmes, puisque c'est une question d'abord et avant tout, dans un conflit de valeurs, une question de croyance. Donc qu'est-ce qui fait le propre de l'homme ? C'est qu'il croit. Ou la femme, c'est qu'elle croit. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'institution, c'est une question de femmes et d'hommes qui font l'institution. Que l'institution porte des valeurs, j'ai envie de dire, ça ne mange pas de pain. Mais la réalité, c'est l'incarnation qu'on a dans notre quotidien de ces valeurs. Tu comprends ce que je veux dire ? Et moi, pour avoir vécu quelques expériences de cette nature-là, les fameux dilemmes professionnels, c'est quand à un moment donné, on refuse, je dirais par décret, ce que l'on n'accepte pas par valeur. Et il faut accepter que la personne n'accède pas aux mêmes valeurs. Mais par contre, il faut qu'elle l'explicite.
pour la faire comprendre. Ouais. Quand je dis au départ, je me suis permis de demander à des collègues d'écrire sur un morceau de papier ce qu'ils entendaient par égalité, fraternité, etc. C'était ça qu'il y avait derrière. C'est ok, on n'a pas la même définition, mais est-ce que ça nous empêche de faire ensemble? Est-ce que ça nous empêche de réfléchir ensemble à un mode d'organisation qui permet à tout à chacun d'évoluer dans un environnement qui, d'une certaine façon, le respecte dans ce qu'il est? Dans ce qu'il est, puisqu'on dit que c'est ce qui est, c'est la valeur. D'accord? Le problème, c'est qu'on confond ce qui est et qui on est. En fait, c'est la question de l'identité qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est si difficile d'aller discuter de cette question-là. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un sur un système de valeurs, la personne se sent impactée dans son identité. Comme tu disais, il y a quelque chose de viscéral. Je peux pas. Je ne peux pas. Ben oui, mais le je ne peux pas interdit toute possibilité de pouvoir. Et c'est un vrai sujet, ça. Et vous allez tous confronter, toutes et tous confrontés à ce... C'est quotidien, hein. On est toutes et tous confrontés à cette problématique-là. C'est jusqu'où je peux aller dans... C'est Ricoeur qui appelle ça le mémété et l'ipséité. Hein. Le mémété, c'est ce qui fait moi, et l'ipséité, c'est ce que je construis par et au travers l'autre. Cette ipséité, elle est facile à dire en théorie, mais dans la réalité. Ce que je disais une fois, je disais à des collègues qui m'interrogeaient sur la question de l'inclusion et de la citoyenneté. Je leur disais, mais finalement, être citoyenneté, c'est apprendre à vivre, y compris avec celui que je ne peux pas sentir avec mon nez, celui qui pue. En EPS, c'est un grand classique. Moi, j'ai eu des professeurs d'éducation physique qui m'ont ramené des gamins, presque avec la pince à linge, genre, il pue. Il pue. Chers collègues, c'est insupportable, monsieur Campbell. On ne peut pas lui demander d'enlever ses chaussures, il pue. Bien. On va avoir du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, mon ipséité va me permettre à un moment donné de dépasser cette espèce de rejet viscéral et entendable, hein. Il agresse mon identité. Moi, je suis propre, je me présente à lui proprement, il est sale. Vous voyez, et alors? Et alors? C'est l'autre. C'est ça l'altérité. Qu'est-ce que j'en fais? Super sujet d'oral 3. Qu'est-ce que j'en fais? Quels sont les moyens dont je dispose au sein d'un établissement scolaire pour trouver des éléments de solution pour traiter de cette question-là sans dégrader l'identité de l'autre? C'est-à-dire sans le culpabiliser parce qu'il pue. Je fais exprès d'être un peu... Mais c'est la réalité. Vous avez l'élève qui vous dit pourquoi on ne fait plus de sport de combat de préhension de plus en plus? Ben parce que je ne veux pas le toucher, il ne va pas me toucher. Ah bon? Ah bon? Je ne peux pas te toucher, tu ne peux pas me toucher, tu ne veux pas toucher des zones érogènes de mon corps, alors que quelque part c'est au contraire découvrir l'intimité de l'autre au travers d'une activité médiée. Ah non, bah donc on ne fait plus, c'est plus simple. Résultat des courses, ils passent par là pour se voir. Et ça donne des résultats dont on sait qu'ils sont absolument irréversibles. On fait quoi avec ça? On continue de considérer qu'effectivement, il ne faut pas se toucher en éducation physique, ou est-ce qu'on construit la façon de se construire soi-même dans son identité corporelle avec l'identité de l'autre, y compris avec celui avec lequel j'ai pas nécessairement envie qu'il me touche et j'ai pas nécessairement envie de le toucher? Est-ce que ça, c'est pas plus important finalement, beaucoup plus important que de savoir maintenir un appui tendu renversé 2 secondes? J'interroge, je m'interroge. Ça veut dire que je vais pas interroger l'activité support de la même façon selon le point de vue que j'adopte. Vous comprenez? Je pense que ce sont ces questions-là qui sont sensibles. Mais je rejoins complètement ce que vient de vous dire Véronique Macias. Il va falloir ouvrir sacrément vos chakras, parce que je vais vous dire que la société française, comme toutes les sociétés démocratiques, elle est sacrément diverse. Et que le système des valeurs, il est sacrément éclaté. Je m'amusais à lister, amusez-vous à lister quelles sont mes valeurs, et mettez-les par ordre hiérarchique. Un excellent travail à faire.
Je m'amusais à commencer à les lister, mais on pourrait alors là passer la journée, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Bon, je vous ai montré comment tout ça, ça dialogue pas très bien ensemble quand même. Hein. On pourrait aller sur la solidarité. Certains disent, mais la solidarité, c'est la fraternité. Non, la solidarité, c'est pas la fraternité. On peut être solidaire sans être fraternel. Parce que la solidarité, elle peut s'imposer par la norme, la fraternité s'impose par le sujet. Vaste question. La citoyenneté. Est-ce qu'on peut être citoyen et tout en étant libéral? Est-ce qu'on est la citoyenneté plus proche de la fraternité? Et puis évidemment, il y a la bienveillance, il y a l'inclusion, et puis chaque jour, on nous trouve un nouvel truc. Alors c'est quoi une valeur finalement dans tout ça? Qu'est-ce qu'on qualifie de valeur? La valeur, c'est ce qui a de la valeur pour soi. Ce téléphone a de la valeur pour moi. Personne n'y touche. Dites-vous bien quelle est la valeur que vous... Il est tellement, la valeur que vous portez tellement en vous que vous ne voulez même pas la partager. Ah oui. Alors avant de faire de l'enseignement moral et civique auprès des élèves, commençons-nous par nous poser ces questions-là. Peut-être qu'on pourra avoir la hauteur de vue pour faire de l'enseignement moral et civique, y compris en EPS. Alors justement, effectivement, tu prends un élément de l'oral 3, mais on ne va pas rentrer dans les détails de cet oral 3, ce nouvel oral. Mais justement, on n'attend pas de prêt-à-penser sur cette épreuve-là, et on n'attend pas que des candidats pour une mise en situation professionnelle, hein, puisque ce seront des dilemmes pédagogiques, pas des dilemmes pédagogiques, pardon, au contraire, ce seront des dilemmes professionnels. On n'attend pas une réponse type. On n'attend pas la référence à un texte. Au contraire, on attend que le candidat révèle de vraies valeurs professionnelles et qu'au regard d'un dilemme professionnel qui lui est posé, qu'il fasse preuve, au regard de son propre parcours, de sa propre expérience, qu'il fasse preuve de bon sens justement pour répondre à une problématique professionnelle. Donc on n'attend pas le respect de la règle, on n'attend pas la référence au texte, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est une intelligence professionnel au regard d'un parcours qui lui permettra d'apporter un élément de réponse argumenté et que surtout le jury sera en capacité d'entendre sans attendre forcément une réponse type. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on parlait de bon sens que de récitation d'une loi ou d'une référence. Voilà. Je pense que le bon sens est du côté de la valeur, mais le sens bon est du côté de la morale. Donc soyons un peu moins moralistes et plus valeureux. Le bon sens, c'est comment la reconnaissance de l'action menée est en soi bonne. Mais bonne, non pas par rapport à une référence extérieure qui est la norme, donc une référence morale, mais beaucoup plus en référence à ce qui constitue la personne dans ce qu'elle est, dans sa professionnalité, dans ce qui l'anime à ce moment-là. C'est ça qui est plutôt important. Et ça va renvoyer à la responsabilité, parce que le bon sens, c'est la capacité aussi après derrière de pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles on a fait ça. Le sens bon, c'est se cacher derrière la morale, ou derrière la norme. Mais le bon sens, c'est face à cette situation, dans ce contexte-là, voilà pourquoi j'ai travaillé dans cette direction. Et peut-être qu'à un moment donné, je me suis un peu égaré vis-à-vis de la norme, mais en attendant, j'ai été porté par des valeurs. C'est ça le bon sens. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Le sens bon, ça, c'est déjà plus moraliste. Merci.